Nous accueillons ce matin Madame la ministre Carole Grandjean, que je salue, chargée de l'enseignement et de la formation professionnelle, pour une audition qui vient clore les travaux de la mission d'information de notre délégation sur le thème formation, compétences et attractivité. Madame la ministre, c'est en février dernier que notre délégation a initié ce cycle de travail dédié à l'enjeu des compétences. Nos trois rapporteurs, Martine Berthet, Florence Blatrix-Contat et Michel Canévet, sont partis d'un constat persistant et alarmant, celui de difficultés de recrutement croissantes des entreprises qui peinent à pourvoir les emplois et à attirer les talents, alors même que l'on compte 3 millions de demandeurs d'emploi dans le pays et que 13% des jeunes entre 15 et 30 ans ne sont ni en activité, ni en formation, ni en études. Certains secteurs et métiers sont particulièrement en tension, y compris des métiers essentiels pour la vie de notre nation et son économie, dans le domaine de la santé, des transports, de l'enseignement, du commerce. Face à ce paradoxe, il nous est apparu indispensable de nous pencher à nouveau sur cet enjeu de société, à nouveau car notre délégation avait déjà tiré la sonnette d'alarme en 2020 avec un rapport intitulé « Des compétences de toute urgence pour l'emploi et les entreprises ». Vous pourrez nous rappeler les mesures prises par le gouvernement depuis lors pour endiguer ces tensions. Qui plus est, depuis notre rapport de 2020, la crise Covid-19 est passée par là. Nous savons qu'elle a entraîné de nouveaux questionnements sur le sens du travail, sur son organisation et sur l'équilibre des temps professionnels et personnels. Se profilent aussi à l'horizon d'importantes évolutions technologiques et sectorielles qui vont changer les métiers et les tâches. Les transitions numériques et environnementales, je pense à l'intelligence artificielle ou aux métiers liés à la décarbonation de l'industrie. Les rapporteurs auront tout à l'heure l'opportunité de vous interroger sur la manière dont le gouvernement appréhende ces défis d'avenir et sur les actions que vous avez mises en œuvre pour amorcer l'adaptation de nos systèmes d'enseignement, de formation et d'accompagnement des demandeurs d'emploi. Avant de vous laisser la parole, je rappelle à nos collègues que vous êtes chargés au sein du gouvernement spécifiquement de l'enseignement et de la formation professionnelle depuis le 4 juillet 2022. Votre positionnement est atypique puisque vous êtes ministre délégué à la fois auprès du ministre du Travail, du plein emploi et de l'insertion, mais aussi auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Au cours de la trentaine d'auditions menées par les rapporteurs, 2 messages sont souvent revenus. Tout d'abord, le constat de l'éclatement de l'action publique en matière d'enseignement et de formation professionnelle répartie en de très nombreux acteurs selon des modalités complexes. Ensuite, je tiens à le dire car les appréciations positives sont parfois rares, on a également souligné votre regard croisé sur ces enjeux depuis votre arrivée au gouvernement. Cela a souvent été salué par les interlocuteurs, tenez à vous le dire. Nous appelons régulièrement ici au Sénat à ce que l'État dépasse son fonctionnement en silo, justement l'exact contraire de ce que vous tentez de faire. Encore trop fréquent. Je fais d'ailleurs le vœu devant vous, Madame la Ministre, que les entreprises soient aussi associées à ce regard croisé par le gouvernement et l'administration dans la mise en œuvre des réformes importantes qui se profilent dans un proche avenir. Réforme du lycée professionnel, création de France Travail, projet de loi plein emploi. Nous sommes dans une période charnière et stratégique pour les compétences qui méritent un vrai dialogue entre État, école et entreprises. Madame la Ministre, je vous céderai tout d'abord la parole pour un propos liminaire d'une durée de 20 minutes environ. Puis les 3 rapporteurs de la mission d'information vous poseront leurs questions, ainsi que nos collègues présents pour les échanges qui devront s'arrêter au plus tard à 10 heures pour respecter l'agenda de chacun. Je vous prierai de bien veiller à utiliser vos micros qui sont nécessaires à la bonne captation audiovisuelle et à la retranscription de nos échanges. Et je vous remercie et vous laisse la parole, Madame la Ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Mesdames et Messieurs les sénateurs Berthet, Blatrix-Contat et Canévet. Je suis très heureuse d'être parmi vous, effectivement, aujourd'hui pour participer dans le cadre de la mission d'information que vous conduisez pour évoquer ce sujet des compétences, de la formation professionnelle et plus globalement de l'attractivité des métiers qui, nous le savons, sont au cœur d'un certain nombre de développements, et notamment économiques, mais aussi sociétaux. Ils sont également au cœur de la feuille de route qui est la mienne en tant que ministre chargée de l'enseignement et de la formation professionnelle. Et comme vous l'avez rappelé, au fond, trait d'union entre le ministère du Travail
Travail et le ministère de l'Éducation nationale aux côtés d'Olivier Dussopt et de Pape Ndiaye. Nous partageons, je le crois, une conviction qui est celui que notre système de formation doit mieux permettre aux actifs de faire face aux mutations en cours ou à venir. Vous l'avez justement évoqué dans vos derniers rapports, nos perceptions du monde du travail ont été bouleversées, non seulement dans nos méthodes, mais aussi dans nos pratiques professionnelles. Il est évident que le marché du travail évolue et que cette accélération s'est intensifiée ces dernières années. Notre système de formation doit donc refléter ces évolutions afin de préparer les grandes transitions que vous avez évoquées, celles de l'écologie, du numérique, de la démographie, mais aussi s'adapter au fond aux aspirations des citoyens qui, après notamment la période Covid, mais déjà auparavant, aspirent de plus en plus à prendre le contrôle de leur avenir professionnel. Il nous faut donc mettre en œuvre un ajustement permanent et cohérent entre l'offre de formation qui est proposée aux actifs et les besoins réels des entreprises, et avec une rénovation de notre appareil de formation qui ne doit pas seulement combler les retards, mais aussi aller de l'avant et être surtout plus agile et plus accessible pour nos concitoyens. En premier lieu, je voudrais dire que nous devons absolument renforcer la capacité d'insertion professionnelle de la voie professionnelle qui a été trop longtemps délaissée. C'est un enjeu que je porte au travers de la réforme du lycée professionnel. Vous le savez, on en a déjà parlé au sein de votre chambre, mais les lycées professionnels accueillent chaque année un lycéen sur 3. C'est 621 000 élèves en lycée professionnel, auxquels s'ajoutent 64 000 apprentis. Pourtant, elles concentrent davantage de difficultés que la voie générale et technologique, et nous devons accompagner plus ces jeunes qui, trop souvent, sont en échec. Aujourd'hui, moins d'un bachelier professionnel sur 2 parvient à s'insérer dans l'emploi 6 mois après l'obtention de son diplôme. C'est clairement une injustice. C'est aussi clairement un enjeu de cohésion sociale et un enjeu économique pour le pays, pour aller répondre aux enjeux de tension sur les recrutements et notamment sur des secteurs essentiels pour notre économie. Et on pourrait en citer beaucoup, ceux de l'industrie, ceux de l'énergie, ceux de la restauration, du BTP, du soin, enfin j'en passe. Ils sont en tension, et sur les 15 métiers les plus en tension, 10 sont issus finalement formés par la voie professionnelle. Pour cela, nous nous donnons les moyens de réussir. C'est plus d'1 milliard d'euros supplémentaires par an qui ira à la voie professionnelle. Aujourd'hui, le budget consacré à la voie professionnelle est de 4,9 milliards d'euros. Il va donc être augmenté d'1 milliard d'euros par an supplémentaires, auxquels s'ajoutent bien sûr les revalorisations socles versées à l'ensemble des enseignants, auxquelles s'ajoute un chargé de relations entreprises dans chaque établissement lycée professionnel demain, auxquelles s'ajoutent les annonces que j'ai faites de maintien des effectifs du nombre de professeurs enseignants en lycée professionnel à la rentrée prochaine, et auxquelles s'ajoutent 2 choses supplémentaires, 400 ETP que j'ai annoncés pour accompagner les équipes enseignantes avec plus de CPE, conseillers principaux d'éducation, d'infirmiers, d'assistants sociaux dans ces établissements qui, encore une fois, regroupent plus de fragilité sociale qu'en voie générale et technologique, et un accompagnement par France 2030, et 2,5 milliards d'euros seront mis dans le cadre des appels à manifestation d'intérêt compétences et métiers d'avenir pour accompagner la mise en place avec les régions de nouveaux plateaux techniques, pour accompagner également la formation des enseignants ainsi que l'attractivité, la mise en visibilité de certains métiers d'avenir. Je voudrais rappeler que la réforme, elle a 3 grands leviers. Elle a été annoncée par le président de la République le 4 mai dernier, avec 3 grands leviers. Le premier qui vise à mieux accompagner ces jeunes dont les fragilités scolaires sont plus grandes et lutter contre le décrochage. Le second vise à accompagner mieux l'insertion professionnelle de ces jeunes et à avoir un système de formation qui soit plus en réponse à nos enjeux économiques. Et puis enfin, le troisième et dernier grand levier, qui est essentiel aussi bien sûr, c'est celui de donner aux équipes éducatives les moyens d'agir et de valoriser l'engagement de ces professeurs.
Je détaillerai ici devant vous le deuxième levier de cette réforme structurelle, dont encore une fois l'objectif est l'évolution des formations qui sont proposées en lycée professionnel pour les adapter aux besoins de l'économie et pour fermer des formations qui sont insuffisamment cohérentes par rapport aux métiers d'aujourd'hui et de demain et permettent insuffisamment la réussite de la poursuite d'études. L'objectif ici est clair et le président de la République l'a rappelé lors de l'annonce de cette réforme, fermer ici d'ici la rentrée 2026 toutes les formations qui n'ouvrent pas de perspectives d'emploi ni de poursuite d'études suffisantes. Il s'agit donc de transformer la carte des formations, l'offre de formation dans les lycées professionnels. C'est évidemment une opération difficile, mais qui existe déjà. On a chaque année déjà des fermetures de formation, d'autres ouvertures. Mais lorsqu'on constate une insertion professionnelle qui objectivement n'est pas bonne, après l'obtention du diplôme, il nous faut agir et réagir. Donc, pour accompagner cette évolution de l'offre de formation, nous allons donc mettre, je le disais tout à l'heure, en place via France 2030 des appels à manifestation d'intérêt pour accompagner la mise en place de nouveaux plateaux techniques et cette accélération qui, je le rappelle, est du ressort des régions et de la compétence des régions pour leur financement. Mais dans la mesure où nous souhaitons engager une accélération forte, nous avons pris l'engagement de cofinancer ces plateaux techniques avec les régions. France 2030 permettra, et les budgets de l'appel à manifestation d'intérêt permettront également d'accompagner la formation des professeurs et des proviseurs pour accompagner aussi cette évolution culturelle et cette évolution technique de l'offre de formation. C'est également, et je me permets d'insister là-dessus, un budget conséquent qui sera mis en œuvre sur la mise en visibilité et en attractivité de certaines filières d'avenir qui sont donc de fait souvent méconnues par les élèves, par les familles, par les professeurs, au fond par la société bien souvent. Et donc il s'agit véritablement de mettre en visibilité ces filières métiers nouvelles. Des outils de pilotage seront également déployés pour mesurer les taux d'insertion et les taux de poursuite d'études en formation par formation. Il s'agit véritablement d'avoir du coup un suivi et une mise en transparence pour les familles et les élèves, mais aussi un suivi pour les établissements pour faire évoluer l'offre de formation et mieux répondre aux enjeux économiques. La création aussi de formations de spécialisation post-bac en cohérence avec les entreprises locales est également une modalité très attendue des entreprises et permet aux lycéens de parfaire leur formation dans le domaine, donc post-baccalauréat professionnel, et avec un effet très clair sur l'insertion professionnelle puisque ces jeunes qui déjà passent dans le cadre de FCIL, formation complémentaire d'initiative locale. Dans certains territoires, on observe plus 20 points d'employabilité à l'issue de ces mentions complémentaires très alternantes, très métiers, très en cohérence avec le marché du travail local. C'est donc ce que nous souhaitons développer. Il y a aujourd'hui 4500 places aujourd'hui de formation en France. Nous irons sur un objectif de 20 000 d'ici à la rentrée 2026. Enfin, bien que les élèves de lycée professionnel alternent cours et stages en entreprise, il n'est pas toujours facile pour eux de trouver un stage. Déjà de trouver un stage en cohérence avec leur formation et de trouver un stage de qualité. Et donc, il s'agit pour moi de travailler à ce réseau professionnel et par la mise en place d'un bureau des entreprises qui sera donc créé dans chaque lycée professionnel dès la rentrée prochaine et donc permettra aux entreprises de vos territoires de facilement proposer des stages aux jeunes, de facilement organiser un dialogue avec les établissements, d'avoir une personne dédiée et identifiée pour ces échanges. C'est un vrai enjeu de développement du temps et de la qualité des stages, de l'alternance, mais aussi de l'orientation, information, insertion des publics accueillis dans les lycées professionnels. Le deuxième grand volet de mon action que je voulais évoquer, c'est celui de l'apprentissage. Vous le savez, notre effort pour l'apprentissage est massif. Les résultats de cette action sont incontestables puisque nous sommes passés de 280 000 contrats d'apprentissage en 2017 à près de 840 000 contrats en 2022, soit
plus du double, presque le triple par rapport aux années 2012-2017. Notre détermination ne doit néanmoins pas faillir. Notre objectif est fixé par le président de la République et nous le partageons avec Olivier Dussopt. C'est celui d'atteindre 1 million d'apprentis par an d'ici à la fin du quinquennat. Cet objectif qualitatif, nous devons le doubler bien sûr aussi d'un objectif qualitatif pour non seulement monter en puissance le nombre d'apprentis, mais aussi la qualité des apprentissages. Et ces travaux sont d'ores et déjà engagés avec les acteurs de la formation et notamment les centres de formation par apprentissage. Nous avons également, concernant le financement de l'apprentissage, à mon sens, 3 éléments que nous pouvons partager. Le premier, c'est qu'en 2023, l'État investit aux côtés des entreprises dans le financement de l'apprentissage à travers une subvention votée en loi de finances initiale. Il ne s'agit pas pour le gouvernement donc de rééquilibrer les comptes de France Compétences. Il s'agit très clairement d'envoyer un signal puissant de soutien de l'État dans le financement de la formation initiale par la voie de l'apprentissage. Le deuxième point que je souhaitais valoriser, pour soutenir la mobilisation des entreprises dans l'accueil des apprentis, nous avons décidé de prolonger l'aide accordée pour le recrutement d'un apprenti jusqu'à la fin du quinquennat. C'est la première fois qu'on donne une visibilité de ce type de manière pluriannuelle et je tenais ici à le souligner. Et puis, je tenais également à souligner le fait que c'est un engagement fort parce qu'il vient au travers d'une aide, d'un dispositif qui est simple, unique, lisible, puisque l'aide s'élève, je vous le rappelle, à 6 000 € pour tous les apprentis, quelle que soit la taille de l'entreprise, quel que soit le niveau de qualification. Je tiens à rappeler donc que l'effort est donc supplémentaire, notamment pour les apprentis mineurs, qui sont souvent les plus faiblement qualifiés. Et donc, c'est un soutien que je souhaite souligner à ce titre. Et puis, le troisième point que je voulais souligner sur la partie financement de l'apprentissage, c'est relatif à la prise en charge des contrats. Nous devons poursuivre les travaux engagés en septembre 2021 pour viser encore une fois le juste prix de chaque certification. Le processus de révision, je vous le rappelle, avait été initié en septembre 2022 avec un premier niveau de baisse. Nous avons décalé la seconde baisse à septembre afin de ne pas mettre en difficulté la rentrée des centres de formation par apprentissage et de se laisser le temps de documenter l'impact notamment de l'inflation sur le modèle économique des CFA, mais également une demande que nous leur faisons dans la partie discussion sur la qualité de la mise en œuvre aussi dans leur contenu de formation des évolutions sur la transition écologique, sur la transition numérique et sur la transition démographique, qui sont 3 aspects qui doivent pouvoir être absolument accompagnés dans chacune des formations. Le troisième point que je souhaitais évoquer ce matin, c'est celui des contenus de formation. Au-delà du renouveau de l'accessibilité des formations, il s'agit véritablement aussi de travailler sur le contenu des formations. L'enjeu de la révision des certifications professionnelles est structurant dans la rénovation de la formation. En effet, nous n'aurons pas de formation de qualité si les objectifs ne sont pas définis d'une manière suffisamment précise et ambitieuse. Alors ça peut paraître technique et pour autant c'est fondamental. Je voudrais juste citer quelques diplômes qui ont déjà été révisés, comme celui de diplôme de bac et de BTS de la filière cybersécurité informatique et réseau électronique, ou le CAP grand âge, ou encore la mention complémentaire aide à domicile, qui ont été conçus pour répondre aux défis du vieillissement démographique et de la société de la longévité. C'est essentiel que nos contenus s'adaptent aussi aux évolutions sociétales et à ceux du marché du travail. C'est donc indispensable, et vous le disiez, Monsieur le Président, d'amener plus systématiquement les ministères certificateurs et les 11 commissions professionnelles consultatives à s'aligner sur les standards exigeants de France Compétences. Et c'est donc pourquoi j'ai proposé à la Première ministre de mandater l'établissement public France Compétences pour faire le point sur la diversité des pratiques et sur l'expérience accumulée depuis quelques années maintenant. D'ici à l'été, cette mission devra nous faire des propositions sur les évolutions à apporter pour que notre système gagne encore en pertinence, en efficacité et en agilité. Il importe par ailleurs que les certifications évoluent
au même rythme que la transformation des métiers. C'est un enjeu majeur, un point au fond cardinal que vous avez déjà soulevé. Et c'est donc très clairement un point que je partage avec vous et qui doit être un engagement pris par les ministères certificateurs. C'est pourquoi j'ai d'ailleurs décidé l'installation à l'AFPA d'une mission interministérielle qui proposera ses services pour accélérer la transformation des titres et des diplômes et améliorer la qualité de cela de manière interministérielle. Je voudrais, en quatrième point, aborder la nation des compétences, qui est aussi celle de garantir une formation continue qui permette d'accompagner chaque jour un peu mieux les trajectoires professionnelles et les reconversions des actifs. Je voudrais d'abord continuer à soutenir le compte personnel de formation, mais pour de bonnes et mauvaises raisons, ce CPF est désormais connu de presque tous les Français. 9 Français sur 10 en ont entendu parler. Il a incontestablement trouvé son public puisque les Français y ont fortement recours. Nous sommes donc passés de 600 000 dossiers en 2019 à plus de 2 millions en 2022 et 4,5 millions de téléchargements de l'application. Mais entre le démarchage abusif, les formations loisirs et la fraude, la notoriété positive de ce dispositif a été altérée. Le CPF reste pourtant un très bel outil au carrefour de nombreux enjeux de compétences. Et ces phénomènes et cette communication ont parfois masqué le progrès immense que représente mon compte formation, rendre l'accès à la formation possible pour toutes et tous. C'est la raison pour laquelle, depuis plus d'1 an, nous avons mené des actions fortes pour réguler l'offre disponible. Aujourd'hui, plus personne ne peut dire que l'on trouve des formations loisirs en ligne ou qu'il reçoit quotidiennement des SMS de démarchage. Nous avons agi et les résultats sont au rendez-vous. Je pourrais y revenir dans le cadre de nos échanges si vous le souhaitez. Mais le CPF, je le redis, constitue une avancée sociale importante dans la démocratisation du droit à la formation. Notre action de régulation vise avant tout à créer les conditions de sa pérennité et sa meilleure articulation entre les dispositifs. Avec la VAE et cette nouvelle version de la VAE, nous allons valoriser les compétences acquises au cours de la vie pour fluidifier les parcours des actifs. Je vous le rappelle, à ce jour, seuls 10% des personnes qui s'engagent dans une VAE vont au bout de leur parcours et obtiennent l'intégralité de la certification visée. Et surtout, la durée moyenne d'un parcours est de 18 mois et donc n'est pas adaptée à la réalité des parcours des actifs et de leur parcours de vie comme de leur parcours professionnel. Donc rien d'étonnant à ce qu'elle soit 2 fois moins mobilisée qu'il y a 10 ans, avec seulement 30 000 parcours par an. J'ai donc décidé en 2022 de conduire une transformation de la VAE, initiée par le vote de la loi du 21 décembre 2022, portant mesures d'urgence au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi, qui nous permettra donc de multiplier par 3 le nombre de bénéficiaires d'ici à la fin du quinquennat de VAE. Notre objectif est clair, c'est un dispositif plus moderne qui est visé, allégé administrativement et que nous doterons d'une plateforme numérique dédiée, plus rapide et qui se conclut par des succès plus nombreux, notamment par un accompagnement renforcé. J'ai également souhaité que se déploie sur tout le territoire et pour tous les métiers en tension, une expérimentation dite de VAE inversée. Alors on pourra y revenir si vous le souhaitez, mais au fond, elle est fondée sur le principe de l'acquisition de l'expérience en cours de parcours et non en amont de celui-ci. Une expérimentation qui traduit une volonté marquée de mon ministère d'innover en matière de formation et de répondre à court terme aux enjeux de tension sur des métiers et de valoriser également cette expérience professionnelle par le biais d'un diplôme, reconnaissance qui en France est toujours très importante. Ces évolutions, elles traduisent véritablement un changement de culture qui place la reconnaissance des compétences acquises au cœur des trajectoires professionnelles. Et puis nous souhaitons profondément simplifier les dispositifs de transition professionnelle.
entre PROA, le PTP, les transitions collectives, les démissions, reconversions. Je ne les citerai pas tous, mais tous les dispositifs de transition professionnelle sont nombreux et les entreprises comme les actifs ont du mal à s'y retrouver, si bien que les parcours de transition professionnelle ne concernent aujourd'hui que 0,3% des salariés du privé par an. C'est 60 000 parcours annuels. C'est dire que nous sommes loin de la réalité de l'enjeu des mutations professionnelles et des reconversions qui doivent pouvoir être engagées. Il y a donc de quoi s'interroger quand on sait que nous sommes amenés à changer d'emploi plusieurs fois au cours de notre carrière, qu'un jeune qui rentre aujourd'hui dans un parcours professionnel changera de métier entre 13 et 15 fois. C'est dire que nous ne sommes pas à la hauteur de l'enjeu des transitions professionnelles. Et donc, il convient de poser cette question des transitions professionnelles qui est véritablement pour moi un enjeu de cohésion et de cohésion sociétale et de compétitivité économique face aux mutations économiques, technologiques, environnementales. Il est donc de notre devoir d'apporter des réponses aux conséquences parfois brutales des changements de modèle qui s'accélèrent, je le disais tout à l'heure. Je pense par exemple aux mutations de la filière automobile et des services à l'automobile qui doivent nous conduire à mieux anticiper, accompagner les salariés et les entreprises qui sont concernés vers des reconversions, car tous ne resteront pas dans ces secteurs d'activité. C'est pourquoi je souhaite clarifier et simplifier ces dispositifs d'accompagnement des transitions, voire en supprimer. Ces constats sont largement partagés avec les partenaires sociaux. Nous verrons dans les prochaines semaines qui viennent dans quelle mesure ils placent ces éléments dans l'agenda social qu'ils élaborent. Voilà, mesdames et messieurs les sénateurs, vous l'aurez compris, nos chantiers sont immenses. Je n'ai pas pu traiter dans ce propos liminaire tous les enjeux, mais bien sûr, je répondrai à toutes vos questions. Pour les traiter, je crois qu'il nous faut de la conviction, de l'ambition, mais aussi une certaine humilité. La réponse, elle n'est pas une et unique face aux besoins des entreprises et de notre économie. Les réponses, elles offrent au fond, enfin les mesures offrent des réponses de court, de moyen et de plus long terme. Et donc, ils doivent pouvoir s'articuler les uns les autres de manière à pouvoir avoir une réponse d'ampleur et à être traités avec méthode pour avoir des réponses adaptées qui s'inscrivent dans ces espaces temporels que j'évoquais. Avec la formation des demandeurs d'emploi ou avec la réforme de la VAE, on se met en situation d'apporter à court terme une réponse aux besoins des secteurs en tension, en même temps que nous sécurisons les parcours des individus. Avec l'apprentissage et la réforme du lycée professionnel, ce sont des réponses à plus moyen terme pour toute une jeunesse qui sera formée à des métiers qui garantissent une insertion durable dans l'emploi, dans des secteurs d'avenir. Et enfin, en s'appuyant sur des leviers comme France 2030 et notamment l'appel à manifestation d'intérêt compétences et métiers d'avenir et des 2,5 milliards d'euros d'investissement, c'est toute une offre de formation initiale et continue qui est en évolution pour donner à notre pays le capital humain et être au rendez-vous de la compétition mondiale de 2030. Pour terminer, je voudrais juste dire que si c'est à l'État de proposer un horizon et de fixer les principales règles, c'est bien sûr avec les entreprises, les partenaires sociaux, les acteurs territoriaux qui font partie intégrante de cet écosystème et enfin de tous les acteurs impliqués que nous devons finalement penser et conduire ce changement de manière très concrète. Voilà, je vous remercie et suis à vos dispositions bien sûr pour répondre à toutes les questions. Merci beaucoup, Madame la Ministre, pour ce vaste tour d'horizon. Beaucoup d'éléments positifs nous intéressent. Il y a évidemment des questionnements, donc je passe la parole successivement aux rapporteurs, commençant par Martine Berthet. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Madame la Ministre, merci effectivement pour tous ces éléments. Le sujet est très vaste. J'aurais une première question concernant France Compétences. Son budget, son financement. Donc, vous confiez à France Compétences des missions supplémentaires. Vous venez de nous le dire. Cependant, France Compétences est en déficit, et un gros déficit de plusieurs milliards chaque année. Comment l'État compte-t-il combler ce déficit, sachant que les banques hésitent à présent à faire crédit à l'organisme?
Donc voilà, comment l'État compte s'y prendre pour que France Compétences, qui effectivement apporte beaucoup de choses, puisse continuer à fonctionner. C'était ma première question. Et la deuxième question portera sur le compte professionnel de formation. Effectivement, il est beaucoup plus utilisé, il est simple d'usage pour les salariés. Cependant, les entreprises regrettent qu'elle n'ait pas la main, entre guillemets, sur les formations de leurs salariés, et particulièrement lorsqu'il s'agit de reconversion professionnelle en vue d'aborder la phase senior de ces salariés et d'adapter leur poste de travail, leur métier. Donc voilà, au niveau de ce CPF, comment pensez-vous le faire évoluer? Je vous remercie. Très bien. Merci, Madame la rapporteure Berthet. Effectivement, deux questions essentielles. Concernant le déficit de France Compétences, je pourrais dire beaucoup de choses, donc je vais essayer d'être synthétique et en même temps complète. Au fond, c'est vrai que l'investissement réalisé dans la formation des jeunes et des actifs est très clairement au cœur de notre projet politique, et notamment d'une réforme importante, celle de 2018, avec le développement à l'échelle de l'apprentissage et de cette démocratisation du CPF, qui ont eu un impact très fort sur la dépense, quelque part, en formation. Cet investissement important qui a eu, je me permets de le dire parce que je ne l'ai pas dit dans le propos liminaire, deux dispositifs qui ont eu un effet formidable sur à la fois l'accès à la formation de publics qui jusque-là étaient plus éloignés des dispositifs, et je pense aux ouvriers employés, mais aussi aux femmes. Aujourd'hui, ils sont 7 sur 10 bénéficiaires qui sont ouvriers employés, alors qu'auparavant, on constatait que c'était plutôt 7 sur 10 cadres qui bénéficiaient de la formation. Et nous avons 50% de femmes. Or, on sait qu'elles sont souvent sur des métiers avec plus de fragilité et plus de temps partiel, etc. Et puis que l'apprentissage permet à 7 jeunes sur 10 de rentrer dans l'emploi. Donc, je crois véritablement que c'est un succès, quelque part, d'avoir développé ces politiques-là. Pourtant, la CUFPA, donc cette cotisation des entreprises, ne couvre pas l'entièreté des dépenses. C'est pourquoi l'État a agi ces dernières années par effet de responsabilité dans un octroi de 4,7 milliards d'euros à France Compétences, par exemple, en 2022, donc avec un accompagnement pour garantir les dynamiques qui ont été enclenchées politiquement, par aussi des décisions politiques. Et ce soutien aux politiques de formation, il s'accompagne aussi de mesures concrètes de régulation que je citais tout à l'heure, qui visent à mieux maîtriser la trajectoire financière de France Compétences. D'abord, la baisse des coûts contrats, et qui est intervenue en septembre 2022, avec une seconde vague de baisse des coûts contrats qui est prévue pour septembre 2023, comme je l'évoquais tout à l'heure, mais qui doit être fait dans le cadre d'une réflexion avec les acteurs sur à la fois la qualité de la formation que je souhaite qu'ils renforcent, et notamment avec les grandes transitions qu'ils doivent intégrer dans leur contenu de formation, mais également avec les effets de l'inflation qui doivent pouvoir être pris en compte, et donc le tout sur la base de la comptabilité analytique des organismes de formation, et sur ce dialogue que nous aurons au travers de l'impact de ces sujets-là. Mais nous avons également travaillé sur l'assainissement de l'offre, notamment sur les formations à la création d'entreprises. Nous avons également travaillé sur la régulation au travers de la régulation des organismes de formation eux-mêmes, qui parfois n'étaient pas de qualité suffisante et ne proposaient pas une offre de qualité suffisante. Et je voudrais également rappeler que nous avons fait un très gros travail autour de la sécurisation au travers de France Connect Plus, parce que nous avions un certain nombre de fraudes, d'abus et plus globalement, mais de fraude notamment à l'accès au compte personnel de formation, donc avec un accès plus sécurisé qu'hier, de manière à éviter un certain nombre de fraudes et de démarchages abusifs au travers des dispositions que nous avons prises par le biais d'une proposition de loi. C'est donc vraiment dans l'idée à la fois un accompagnement sur la régulation, un accompagnement aussi par l'État, et je me permets de le redire, pour la première fois dans le budget initial pour 2023,
un soutien de l'État aux politiques qui sont publiques, qui sont engagées au travers de l'apprentissage notamment, et puis plus globalement, une volonté, bien sûr, de travailler avec France Compétences sur cette régulation du CPF des coûts-contrats pour que nous puissions avoir une meilleure maîtrise de la dépense. C'est, je le rappelle, une gouvernance quadripartite qui est celui de France Compétences, et donc c'est évidemment avec ces acteurs que nous travaillons à la suite de la dépense et des investissements et de la conduite finalement des actions par France Compétences. Concernant le CPF, je voudrais donc redire qu'effectivement c'est 2 millions d'utilisateurs par an, donc une démocratisation inédite de la formation avec ce nouveau public, je le rappelais. Il est connu par 90% des Français, donc je crois qu'en cela c'est une vraie réussite. C'est une vraie réussite qui s'est accompagnée aussi de fraude et de démarchage abusif sur laquelle nous avons souhaité travailler fort. Et aujourd'hui, je crois que nous pouvons dire que nous ne recevons plus de SMS, de démarchage comme nous pouvions l'avoir. Nous ne recevons plus, nous ne constatons plus en fait tout simplement de fraude comme on le constatait. Et ça c'est le rapport que nous font les gendarmes notamment, qui constatent un certain nombre de fraudes et de fraudes différentes. Cette fin du démarchage abusif et d'usurpation d'identité, elle est le fruit de la loi contre les fraudes. Elle est aussi le fruit de cette évolution par France Connect Plus. Nous avons engagé des discussions et nous souhaitons engager des discussions avec les partenaires sociaux. Vous le savez, ils ont fait une contribution paritaire dans le cadre de la suite de l'accord national interprofessionnel qu'ils avaient déjà réalisé sur la formation professionnelle. Un certain nombre de propositions sont faites par les partenaires sociaux et notamment au travers de mécanismes d'abondement qui pourront faire l'objet de nouvelles discussions. Nous attendons de savoir dans quel niveau de priorité ils remettent ces discussions-là à l'ordre du jour, mais nous souhaitons pouvoir engager des discussions avec les partenaires sociaux sur ces aspects-là, parce que nous devons travailler à ce que le compte personnel de formation soit mieux orienté sur les projets professionnels et qu'ils accompagnent mieux un projet à visée de véritablement d'évolution ou de reconversion professionnelle, et il doit être également mieux articulé avec les autres dispositifs que j'évoquais tout à l'heure, la validation des acquis d'expérience, les dispositifs de transition professionnelle, et donc il doit pouvoir être la mécanique aussi de financement de ce qui complète des parcours qui sont aussi engagés par ailleurs, c'est-à-dire si je engage une validation des acquis d'expérience, il va me manquer tel ou tel bloc de compétences pour aller acquérir telle certification, et donc mieux cibler la formation pour qu'elle concourt véritablement à un projet professionnel et que l'investissement soit plus en adéquation finalement avec les enjeux économiques et du marché, mais aussi évidemment d'un projet pour l'individu. Poursuivre avec Florence Blatrix-Contat. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, j'aurais également 2 questions. La première sur l'orientation. De nombreuses personnes, au cours de nos auditions, nous ont indiqué que l'orientation était un petit peu l'angle mort des politiques du gouvernement, et on s'est aperçu qu'il y a eu finalement très peu d'avancées ces dernières années sur ce point, alors même que les problèmes sont nombreux et connus. Toujours une image très dégradée de la voie professionnelle, alors qu'elle est très insérante, voire même plus insérante, parfois même plus rémunératrice et porteuse de sens. On voit même aujourd'hui des ingénieurs qui se reconvertissent et veulent devenir boulanger ou boucher. Une féminisation insuffisante aussi de certaines formations professionnelles et notamment scientifiques, une méconnaissance des métiers par les personnels d'enseignement, les interlocuteurs de l'État, et un éclatement des compétences d'orientation entre régions et États dont on ne voit pas encore réellement les résultats. Donc, il nous a semblé, avec tous les témoignages qu'on a eus, qu'il faut aller plus loin sur ce point, rapprocher davantage l'école du monde de l'entreprise et faciliter
la connaissance mutuelle, les transitions, et ça contribuerait aussi à prévenir le décrochage et éviter des parcours d'éloignement de l'emploi. Donc, quelles sont vos propositions en la matière et seriez-vous prêt, c'est un autre point qui nous semble important, à intégrer davantage la découverte des métiers dans le cursus scolaire? Il y a par exemple le stage de 3e, mais on s'aperçoit qu'en réalité, les élèves ont beaucoup de mal à trouver une entreprise et ils vont souvent dans leur cercle familial ou amical pour trouver une entreprise. Donc comment est-ce qu'on peut accompagner les élèves vers des stages qui soient plus utiles pour eux? Ma seconde question, c'était aussi un témoignage sur l'offre de formation. Vous l'avez évoqué, la loi Avenir professionnel de 2018 a apporté une ouverture de la forme de formation, tant qu'initiale, en facilitant l'ouverture de CFA que continue, avec aujourd'hui un grand nombre d'acteurs. Et 5 ans après, on s'aperçoit que d'un côté, la réforme a bien fonctionné. Les entreprises nous disent que le maillage, la formation des CFA a gagné en qualité. Mais il nous semble aussi, vous l'avez relevé, que l'effort de simplification n'est pas allé assez loin. Nous avons eu par exemple l'école AlgoSup qui répond à un vrai besoin de formation sur les compétences d'avenir et qui nous dit avoir subi un véritable parcours du combattant pour faire valider son cursus malgré le fast-track censé être mis en œuvre. Et du côté de France Compétences, la certification des formations professionnelles prend toujours trop de temps. C'est un témoignage que l'on a eu. Dans d'autres cas, l'inverse, il semble y avoir des abus. Encore un article de presse hier sur les formations privées, notamment dans le supérieur, montre les abus, des clauses abusives, des faux diplômes et on pense aussi qu'il manque de régulation sur ce type de formation privée, qui ont beaucoup bénéficié d'ailleurs et qui se sont financés en partie grâce au développement de l'apprentissage. Donc, comment allez-vous accentuer le contrôle? Et peut-être, pour aller plus loin, est-ce que dans les domaines qui sont d'offres de formation qui sont proposées dans ces écoles, est-ce que finalement il n'y a pas un manque dans les offres publiques, notamment dans les universités, dans l'enseignement supérieur? Je vous remercie. Merci Madame la rapporteure Blatex-Contat. Je partage avec vous pleinement le fait que l'enjeu d'orientation est essentiel. Je me permets de le rappeler, mais au fond la compétence de l'orientation est celle de la région depuis 2018 et c'est un enjeu immense, parce que si nous souhaitons passer à l'échelle de l'ensemble de la jeunesse, c'est un enjeu qui en fait une complexité immense, parce qu'il faut pouvoir aller chercher chacun des jeunes finalement, chacun des jeunes dans chacun des territoires, et avec cette même volonté d'égalité des chances et de l'accès à l'information, ce qui n'est pas du tout évident, et donc je ne jette la pierre à personne. Et pour autant, nous pouvons dire que effectivement la réalité de l'information sur l'orientation et de l'orientation en elle-même, elle n'a pas beaucoup évolué ces dernières années. C'est pourquoi, depuis cette rentrée 2023, nous avons considéré que nous devons être plus partenaires avec les régions pour pouvoir travailler avec elles en leur laissant bien sûr leurs compétences d'orientation, et il ne s'agit pas de revenir sur le sujet, mais pour autant, parce que à l'éducation nationale, nous avons finalement cette capacité de passer à l'échelle, c'est un mot un peu moche à dire comme ça, mais de massification aussi de l'information. Nous avons décidé d'organiser au sein des établissements, et donc de chaque établissement et de chaque classe de 5e, 4e, 3e, une organisation de la découverte des métiers. On l'a mis sous forme expérimentale à la rentrée 2023. C'est 10% des collèges qui ont d'ores et déjà engagé cette découverte des métiers. C'est 650 collèges qui ont déployé la découverte des métiers.
Hier, j'étais dans un collège en Centre-Val de Loire et deux proviseurs, c'était vraiment un concours de circonstances, deux proviseurs emmenaient 50 élèves chacune pour visiter le lycée professionnel et donc les métiers qui étaient enseignés. Et c'est vraiment une initiative que nous souhaitons donc maintenant déployer dans l'ensemble des collèges de France dès la rentrée qui arrive. Donc c'était la rentrée 2022, pardon, et donc c'est la rentrée 2023, pardon, qui arrive, qui va permettre de déployer cette découverte des métiers dans tous les collèges de France, 5e, 4e, 3e. L'idée est véritablement de faire découvrir des familles de métiers sans quelque part orienter le jeune sur le choix qui pourra être le sien et sans quelque part informer uniquement sur des métiers en tension ou je ne sais quoi. Donc de véritablement organiser une information large et globale sur les familles de métiers et permettre aux jeunes de se rendre compte des métiers divers qui composent ces familles de métiers. Ça leur permettra, d'avoir une meilleure information sur les métiers. Souvent, les jeunes s'orientent sur la dizaine de métiers qu'ils connaissent, autour de la dizaine de métiers qu'ils connaissent, qui sont souvent ceux de l'entourage familial. Et il s'agit donc de dépasser cela. Il s'agit d'aller faire connaître des métiers en tension, d'aller dépasser des stéréotypes de genre, d'aller travailler aussi sur d'autres stéréotypes ou représentations que certains jeunes peuvent avoir sur certaines filières métiers, et puis d'aller aussi parler des métiers qui n'existent pas encore ou pas beaucoup, et qui donc doivent pouvoir être mieux connus par ces jeunes. C'est donc véritablement, dès la rentrée prochaine, un vrai partenariat qu'on engage avec les régions pour ouvrir le collège et engager le collège à cette découverte des métiers et qui viendra donc accompagner, j'ai envie de dire suppléer, le stage de 3e qui restera une étape, mais qui ne sera qu'une étape. Et d'ailleurs, on discutait hier avec les deux proviseurs de collège qui étaient présentes en disant, au fond, une année qui est assez stratégique dans la découverte des métiers, c'est la 4e. Parce que, en fait, une fois que le jeune est déjà en 3e, les choses s'enchaînent, ça va très vite, l'information a du mal à circuler entre l'enfant, la famille, les établissements, etc. Donc, tout va très vite. Donc, il s'agit en fait de plus anticiper et de commencer dès la 4e. Enfin, nous, on commencera dès la 5e, mais dès la 4e, c'est une année assez charnière pour que le projet puisse se construire progressivement dans le temps, de permettre justement aux jeunes d'aller visiter une entreprise, d'aller rencontrer tel professionnel. C'est ce que nous allons organiser, des visites d'entreprise, des professionnels qui viendront dans les établissements scolaires, des déplacements dans des lycées professionnels, des professeurs de lycées professionnels qui viendront dans les collèges, quelque part accompagnés bien sûr de l'ONICEP qui fait un travail formidable, et quelque part c'est aussi par ce collectif qui va travailler ensemble, que chacun comprendra mieux la réalité des métiers, famille, comme élève, comme enseignant, comme entreprise. On partagera mieux, au fond, ce que sont la réalité des métiers qui souvent sont un peu stéréotypés par les uns et par les autres et méritent d'être dépassés. C'est vraiment un objectif donc de cette rentrée et une massification quelque part de cette information sur les métiers que nous souhaitons absolument développer. L'autre sujet que vous évoquez sur l'offre de formation, je vous rejoins, c'est un vrai enjeu majeur que d'à la fois travailler sur cette offre de formation pour qu'elle soit plus en réponse aux enjeux aussi de demain, qu'elle ait des réponses plus agiles pour les métiers en tension, qu'on puisse être sur du court terme, qu'elle ait aussi des réponses fortes pour aller préparer les compétences de demain. C'est donc tout un enjeu de mise à jour des contenus, de création de nouveaux contenus, de nouvelles formations aussi qui doivent pouvoir se déployer, tout en étant très attentif à l'effet d'aubaine aussi que peut avoir la loi de 2018 et que France Compétences s'attache à maîtriser pour s'assurer aussi que le travail que nous avons fait de régulation, où nous avons, je le rappelle, vraiment élagué un certain nombre d'organismes de formation ou de formation dont les contenus ne répondaient pas aux enjeux, encore une fois, de projets professionnels, ne prennent pas finalement une autre forme avec d'autres acteurs. Donc il s'agit véritablement à la fois de permettre cette évolution-là, et donc c'est été encouragé par des cohortes que je mets en place, par de l'action interministérielle, mais dans le même temps, il s'agit aussi d'être très attentif et de ne pas laisser s'installer dans le paysage des organismes de formation qui abusent du système et qui ont une visée, j'ai envie de dire,
financières, mais surtout qui derrière ne rendent pas la qualité du service de formation qu'ils doivent aux apprenants. Donc voilà, il s'agit véritablement d'équilibrer ces deux aspects-là. Merci. Alors, on va passer la parole à Michel Canevet. Merci, Madame la Ministre, de cette présentation et des évolutions qui interviennent, dont on ne peut que se satisfaire, effectivement, et il faudra continuer. Alors, sur la réforme du lycée professionnel, nous sommes très heureux des évolutions que vous proposez. C'est vrai que le lycée professionnel est bien souvent considéré comme étant la voie de garage, en quelque sorte, la voie de l'échec. Elle est trop considérée ainsi, et il faut qu'on arrive à redorer l'image de la formation, enfin des lycées professionnels de manière générale, pour considérer aussi que ce sont des lycées de l'excellence et que cela peut permettre de bien s'insérer dans la vie professionnelle. Donc il y a constamment sans doute des efforts à faire à ce sujet, et en particulier peut-être aussi pour rattraper ce qu'on appelle les NEETs, ceux qui sont les jeunes qui sont ni en formation, ni en emploi, ni en stage, etc. Comment peut-on faire? Est-ce qu'il y a des idées qui émergent concernant la possibilité d'approcher ces personnes et de pouvoir les réinsérer dans les cycles de formation? D'autre part, sur le catalogue des formations professionnelles, on a le sentiment que bien souvent, c'est un peu le poids de l'histoire qui fait fonctionner, qui fait mettre en œuvre des formations. C'est-à-dire qu'on a toujours fait, et puis on voit bien que les métiers évoluent autour de nous. Est-ce que véritablement la carte des formations dans les lycées professionnels aujourd'hui peut évoluer, je dirais, de façon efficiente? Vous avez évoqué tout à l'heure les formations autour de la cybersécurité, par exemple, qui évoluent pour s'adapter en permanence. Est-ce que le saut est assez important à ce sujet? Et puis, il y a bien sûr la question du rapprochement avec les entreprises. On était allé, par exemple, dans le Jura pour constater que l'École nationale de formation à l'industrie laitière était très peu en contact avec les entreprises du secteur. Et pourtant, le meilleur fromager du monde avait peu de contact avec cette école, ce qui paraissait qui est implanté à quelques mètres de l'école, ce qui paraissait totalement étonnant. Donc on voit qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour rapprocher les lycées professionnels de l'entreprise, et on est heureux que vous puissiez proposer un bureau relations entreprises dans chaque lycée. C'est absolument nécessaire, tout comme il faut aussi permettre, je crois, aux lycées de pouvoir mieux intervenir dans les collèges pour l'orientation, pour faire connaître les formations qui existent. Par exemple, je rencontrais le directeur du lycée maritime du Guilvinec dans le Finistère qui me disait qu'il avait toujours beaucoup de difficultés à approcher les collèges pour présenter les formations. Or, il est nécessaire que dans un même secteur, les jeunes puissent connaître le type de formation qui est proposé. C'est absolument essentiel. Qu'en dites-vous, Madame la Ministre ? Merci, monsieur le rapporteur Michel Canevet, pour l'ensemble de ces questions. Au fond, je partage votre avis sur le fait que le lycée professionnel doit pouvoir avoir une image qui soit redorée. Il le mérite parce que, encore une fois, il est stratégique pour les compétences de la nation. C'est aujourd'hui trop souvent une voie d'orientation subie. Trop souvent, c'est par le constat d'un niveau scolaire trop fragile que les élèves sont orientés, j'ai envie de dire, de fait, dans la voie professionnelle. Trop souvent aussi qu'on entend des jeunes qui vous disent qu'ils souhaitaient aller vers tel ou tel métier de la voie professionnelle et que du fait de leurs bons résultats, on les a dissuadés d'aller dans la voie professionnelle. Cette réalité, elle n'est pas acceptable et à la fois, elle doit aussi faire l'objet de notre part d'un certain nombre d'actions pour qu'on puisse transformer ça. C'est-à-dire qu'à la fois, bien sûr que la voie professionnelle est très honorable et mérite au fond une reconnaissance de la société comme étant stratégique, mais surtout porteuse de professionnalisation vers des métiers de qualité, avec des conditions de travail et de rémunération et des perspectives de carrière tout à fait attrayantes et parfois bien plus que dans d'autres filières, même générales. Donc il s'agit, à mon sens, de véritablement
transformer cette image. Et dans le même temps, il s'agit aussi de faire un travail de fond au lycée professionnel pour que nous puissions aller positionner le lycée professionnel comme un acteur stratégique. Je m'explique très clairement. Pour moi, si demain le lycée professionnel est celui qui forme sur les métiers de la transition énergétique, de l'écologie, du numérique, qu'il est au fond sur des filières qui sont tout à fait porteuses et reconnues par la société, nous aurons aussi une transformation de l'image. De plus, si nous avons un lycée professionnel qui permet réellement l'insertion professionnelle, la réussite des élèves au fond, l'insertion professionnelle comme la poursuite d'études réussies, on aura aussi un lycée professionnel qui sera choisi. Tant que, comme aujourd'hui, on a un lycéen diplômé sur 2 qui n'arrive pas à s'insérer dans l'emploi et qu'un élève sur 2 qui poursuit effectivement des études, qui réussit à obtenir le diplôme de cette poursuite d'études, ce sera toujours un questionnement pour les familles et les élèves de se dire est-ce que je m'engage dans cette voie. Donc il s'agit vraiment d'aller travailler, j'ai envie de dire, et sur l'image et sur le fond, pour aller travailler sur toutes les fragilités scolaires qui existent dans le lycée professionnel mais qui ne sont pas inéluctables. Et c'est pourquoi il y a un certain nombre d'autres actions qui sont engagées par ailleurs. Je le dis pas souvent, parce que souvent je n'ai pas le temps de répondre dans son entièreté. Mais encore une fois, une action sur la scolarisation des 3 ans, c'est aussi cet objectif-là, de lisser des inégalités de départ. On sait que certains enfants entrent en maternelle avec 300 mots à leur actif, quand d'autres rentrent au même âge avec 2500 mots. Donc les inégalités, elles sont dès le plus jeune âge. Donc il faut travailler dès le plus jeune âge à lisser ces inégalités, notamment dans le milieu scolaire et par la scolarisation. Et puis évidemment, ce dédoublement des grandes sections CP, CE1 vont prendre leurs effets plus tard, mais véritablement c'est un enjeu pour nous très fort de renforcer l'accès aux savoirs fondamentaux dès le plus jeune âge, avec cette étape également sur laquelle travaille Papendiaï, sur l'étape CM2 6e, et cette marche qui parfois vers le collège est difficile pour les élèves. Et donc là aussi, on a des situations de décrochage et de désengagement scolaire au collège parce que les jeunes n'arrivent pas à prendre cette marche-là. Et donc il s'agit comme ça, tout au long du parcours, d'essayer de lisser ces fragilités scolaires qui donc viendront prendre leurs effets au lycée professionnel dans quelques années. Mais pour autant, dès lors qu'on constate ces fragilités scolaires qui existent, objectivement, on a 7 sur 20 de moyenne au brevet pour les lycéens en voie professionnelle, quand on a une moyenne de 11,7 sur 20 pour ceux qui sont orientés vers l'enseignement général et technologique. Donc on voit que les fragilités scolaires, elles sont réelles. Donc il faut les accompagner, il faut aussi lutter contre le décrochage, et j'ai envie de dire à tout niveau. Et c'est pourquoi on va lutter contre le décrochage et dans le cursus, dès lors qu'on commence à voir de l'absentéisme, des premiers signaux de décrochage, on va mettre en place tous les partenaires, ARIME, les écoles de la deuxième chance, les EPID, les missions locales, tous ces acteurs qui savent faire avec des jeunes qui sont en décrochage pour aller retravailler le projet et du coup construire avec eux le sens qu'ils ont envie de donner à leur parcours. Mais on va aussi le faire post-diplôme, puisqu'encore une fois, un élève sur 2 sort sans emploi après l'obtention de son diplôme. Donc il s'agit de ne pas les laisser en septembre sans solution. Et donc ils seront toujours sous statut scolaire jusqu'à la fin de l'année qui suit l'obtention de leur bac pro, avec un engagement de l'établissement et des partenaires pour aller l'aider à faire une mention complémentaire, aller rechercher un emploi, faire un stage, enfin bref, ne pas rester sans solution et être dans une dynamique active d'insertion professionnelle. Et puis le troisième point, c'est qu'on a beaucoup de décrocheurs aussi, quand ils poursuivent des études et qu'ils se rendent compte qu'ils n'arrivent pas à tenir le niveau finalement de la poursuite d'études. Et donc ils seront rattrapés par un dispositif qui permettra de les accompagner, de leur permettre soit de continuer du coup sur l'année et de passer en seconde année, soit de faire leur BTS en 3 ans pour éviter le décrochage en question. Vraiment un gros travail sur la découverte des métiers, un dispositif que je n'ai pas évoqué ce matin, mais qui s'appelle Diagoriente, que je cherche à faire connaître parce que c'est un test, font des questions qui sont posées aux jeunes. C'est un outil pour les jeunes et qui les aide à dégrossir quelque part le projet d'orientation qui pourrait être le leur. Diag Oriente, c'est une plateforme d'État qui a développé cet outil qui vraiment est
assez extraordinaire, permet vraiment d'aider le jeune et son environnement à dessiner quelles pourraient être les perspectives et du coup à aller ici faire un stage, là visiter une entreprise, ailleurs organiser un échange. Et puis je voudrais mettre le focus sur 2 points, sur le mentorat et les WorldSkills. Je finance les WorldSkills, donc ces Olympiades des métiers, et notamment la compétition internationale à hauteur de 25 millions pour la compétition internationale, mais véritablement c'est un formidable instrument qui est sur tous les territoires avec une compétition régionale d'abord, puis nationale, puis internationale. Il faut que les acteurs des territoires, et notamment les collèges et les lycées, s'emparent de cet outil aussi pour faire voir les métiers, mais aussi faire partager entre jeunes, parce que c'est souvent comme ça que ça passe bien. C'est des jeunes qui parlent à des jeunes et des jeunes passionnés qui parlent à d'autres jeunes de leur voix. Et c'est véritablement, à mon sens, un moment incroyable et une vitrine incroyable sur les métiers. Et puis le mentorat que je souhaite passer à l'échelle d'ici à 2026 pour que chaque lycéen professionnel puisse avoir un mentor s'il le souhaite, parce que c'est souvent des jeunes qui, encore une fois, manquent de soutien aussi social et familial et qui ont besoin aussi d'avoir quelqu'un, un adulte qui puisse aussi les aider. Alors, au fond, est-ce que tout ça est suffisant? Écoutez, on va chercher à le faire. On va travailler sur les contenus de formation, on va créer de nouvelles formations, on va assumer de fermer des formations qui n'insèrent pas et qui ne permettent pas des poursuites d'études réussies. Il faut arrêter aussi d'envoyer des jeunes dont on sait pertinemment que les taux d'insertion sont à 10% et les taux de poursuite d'études réussies à 10%. Dès lors qu'on sait cette réalité, il faut se dire qu'on est là pour servir le jeune et lui permettre de réussir. Et donc c'est à nous, en responsabilité, d'accepter de se dire que la formation ne correspond plus ni à la réalité économique du pays, ni finalement à la réussite de ces jeunes, et donc d'assumer de fermer des formations, de travailler sur des mentions complémentaires qui, je le rappelle, donnent 20 points d'employabilité, de travailler sur ces bureaux école-entreprise, parce que là encore, dans chaque établissement, il s'agit vraiment de travailler sur les partenariats locaux, d'être au fond le réseau de ceux qui n'en ont pas et de travailler sur cette qualité des stages pour qu'aucun jeune, et une étude d'il y a quelques années montrait que 72% des jeunes trouvent leur stage par eux-mêmes. Vous savez, quand vous avez 16 ou 17 ans, c'est pas évident. Et nos enfants, on les aide bien souvent à trouver leur premier stage. Donc il s'agit aussi de se dire que ce sont des jeunes qui ont besoin qu'on les aide à mettre le pied à l'étrier. Et ce bureau des stages-là, il aura ce bureau des entreprises-là aura cette mission-là. Et puis c'est toujours les campus des métiers des qualifications pour travailler en filière, donner de la perspective, partir du -3+5, aller vraiment sur cette capacité aussi pour les jeunes de savoir qu'ils sont embarqués dans une filière et un parcours. Et puis c'est aussi des indicateurs, je me permets de le dire, et une transparence sur ces indicateurs de réussite qui nous permettent d'évaluer les actions, savoir si au fond le diplôme est aujourd'hui à 20% de taux d'insertion, mais qu'il évolue par le biais des différentes actions à 60%, ou alors est-ce qu'effectivement, malgré les différentes actions qui sont mises en œuvre, on ne parvient pas à faire évoluer ce taux de réussite, et dans ce cas-là, il faudra prendre la responsabilité de fermer la filière. Et puis enfin, c'est encore une fois la découverte des métiers, et au travers de la découverte des métiers, la question de l'orientation choisie qui est à mon avis essentielle. Merci, Madame la Ministre. Alors, on va poursuivre peut-être en se tournant vers les collègues présents. Avant tout, j'aurais une question. On a reçu hier le nouveau président du principal syndicat agricole, nous a indiqué les perspectives d'emploi dans le domaine agricole. Alors, évidemment, la formation professionnelle agricole, ce n'est pas de votre ressort. On est dans un autre silo, si on peut employer le terme. Cette fois, c'est le ministère de l'Agriculture. Laissons donc cela de côté, on ne va pas réformer ça. Par contre, l'orientation, vous en avez largement parlé, est-ce qu'elle intègre la présentation des métiers de l'agriculture? Parce qu'il y a 90 000 emplois dans les prochaines années. Donc c'est maintenant qu'il faut intéresser les jeunes. Et une variété de métiers. C'est ça ma question.
Merci, Monsieur le Président Babary. Effectivement, la question des lycées agricoles a été pleinement associée dans les réflexions à la préparation de la réforme, ainsi que le ministère de la Mer, parce que les lycées de la Mer, comme les lycées agricoles, bien que, j'ai envie de dire, indépendants dans leur organisation, bénéficient d'un certain nombre de dispositions, et notamment de la gratification des stages dès cette rentrée prochaine. Il s'agit, pour toutes ces spécialités-là, de les faire connaître dans la découverte des métiers. C'est essentiel parce que ce sont aussi des acteurs essentiels aux grandes transitions que nous avons déjà évoquées. Ils ont un modèle qui aussi nous a inspirés, notamment avec un modèle autour, par exemple, des maisons familiales et rurales, avec cette question de l'accompagnement renforcé, avec beaucoup de dispositifs type internat. Aujourd'hui, 56% des lycées professionnels ont un internat. Et moi, je suis absolument convaincue que l'internat est une des réponses aussi à l'accès à des formations attractives et à un choix d'orientation qui parfois n'est pas de proximité géographique pour les jeunes, mais qui peut du coup être accompagné s'il y a un internat. Hier, encore une fois, dans le lycée dans lequel j'étais, 100% des jeunes qui sont en internat réussissent à obtenir leur diplôme, 100%. Donc on voit aussi à quel point c'est aussi un facteur, c'est un internat d'excellence qui effectivement met en place des dispositifs d'accompagnement, mais pour autant on voit que le taux de réussite de ces jeunes, et d'ailleurs ils le disent eux-mêmes avec, c'est sympathique parce qu'ils le disent avec voilà, humour, en disant moi ça m'enquiquine toujours d'aller à l'étude le soir, mais pour autant je sais que je réussis mieux aussi mes études parce que j'ai cet encadrement-là et que je suis contraint de toute façon à aller chaque soir faire mon travail et être accompagné pour cela. Donc on voit à quel point il y a aussi un modèle qui peut être inspirant et véritablement, moi je souhaite pouvoir engager une discussion avec les régions sur la question des internats qui sont à mon sens aussi un vrai vecteur d'accès à certaines formations et d'égalité des chances. Mais oui, ils feront partie de la découverte des métiers. Oui, ils ont été associés dans les réflexions et ils bénéficieront d'un certain nombre de mesures tout en maintenant leur spécificité. Demain, si sur un territoire, on souhaite pouvoir initier une spécialisation sur, par exemple, les métiers de la mer, ce sera tout à fait possible dans le cadre des financements France 2030 et même encouragé, parce que certains territoires ont besoin de créer plus d'opportunités de formation et de préparation aux métiers, par exemple, de la mer ou des métiers agricoles. C'est qu'il n'y a plus que 25% de jeunes qui sont originaires du milieu agricole traditionnel. Donc les 3/4, ce sont des gens qui viennent de l'extérieur, et donc en particulier des zones urbaines, très urbaines. Et donc il faut les approcher pour leur parler des métiers de l'agriculture. Merci. Chauvin. Oui, merci Président. Merci Madame la Ministre pour les nombreuses explications et indications que vous nous avez déjà données. Merci à mon collègue d'avoir cité un problème qui a été détecté dans le Jura, mais malheureusement il n'est pas que jurassien. Voilà, moi j'aurais deux questions, deux remarques. Je parlerai des jeunes qui arrivent à la fin de leur cursus, donc où ils ont leur bac pro, où ils ont leur BTS, et ils n'exercent pas le métier qu'ils ont appris et pour lequel ils ont obtenu un diplôme. Alors, la raison, est-ce que vous arrivez à la détecter? Ils sont quand même très, très nombreux, quoi. Je pense, par exemple, on a également un lycée hôtelier, donc des formations BTS, et il y a un tout petit pourcentage qui part dans l'hôtellerie, mais il n'y a pas que l'hôtellerie qui est concernée. Donc, est-ce que la formation, entre guillemets, est un petit peu à dépoussiérer pour que ce soit plus en adéquation avec vraiment le concret des métiers? Est-ce qu'on n'arrive pas, dans le cadre de la formation, à leur donner envie d'exercer ce métier? Voilà, c'est des questions qui m'interpellent. Et puis, deuxième point, donc vous avez beaucoup insisté sur le fait que la formation professionnelle, c'est bien sûr l'affaire de l'État, mais c'est également beaucoup l'affaire des entreprises. Donc, pourquoi ne pas arriver à mettre mieux en adéquation l'enseignement et l'entreprise, puisque parallèlement, nous voyons de nombreuses entreprises qui se trouvent en obligation de créer leur propre école de formation parce qu'elles n'ont pas
localement, localement, elles n'arrivent pas à attirer la main-d'œuvre qualifiée qui leur est nécessaire. Donc, je pense qu'il y a un malaise entre les écoles, les lycées de formation et puis ce milieu de l'entreprise. Pourquoi eux-mêmes sont obligés de créer leur école. Voilà les 2 points que je souhaitais évoquer avec vous. Merci, Madame la Ministre. Alors, Madame la Ministre, on va y ajouter les questions peut-être de notre collègue Daniel Salmon. Proposerait de répondre à ces 2-là, 3 avec Mandeli qui prendra la parole juste derrière. Et puis ensuite, on fera conclure par leurs questions les 3 rapporteurs. Et je regarde... Mais oui. Allez, Daniel. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Ministre, pour votre présentation fort intéressante. Vous avez pointé le fait que un certain nombre d'apprentis de candidats à l'apprentissage avaient du mal à trouver un lieu d'apprentissage. Comment expliquez-vous que les entreprises qui sont sous tension ne s'inscrivent pas dans ces démarches-là? Parce que ça semble le bon sens de prendre des apprentis pour pouvoir les former et après éventuellement les garder. Donc quels sont les freins que vous voyez à cette recherche par les entreprises des apprentis? Sinon, un propos plus en lien avec mon département, puisque je suis sénateur d'Ille-et-Vilaine. Vous parliez du sens dans le travail et puis les métiers en lien avec la transition écologique. On sait qu'on va rechercher beaucoup de personnes dans le bâtiment et en particulier sur l'utilisation de matériaux biosourcés. Je connais un organisme qui s'appelle Ecobatis à Maine-Rock et qui vraiment travaille en ce sens, mais qui peine à trouver les financements. Il y a eu des aides au démarrage de la région, de la communauté de communes, également de l'État via l'ADEME, mais derrière, les financements ne suivent plus et on n'est pas loin du décrochage. Donc voilà, quel suivi est fait sur ces organismes qui s'engagent vraiment dans un projet qui a du sens dans le cadre de la transition énergétique? J'interroge aussi Didier Mandeli. Oui. Est-ce que vous pouvez expliquer le financement de quoi exactement des matériaux? Non, dans l'investissement, les choses ont été faites et après c'est c'est avec les organismes de formation que derrière, il y a des difficultés à avoir, bon, vous savez bien, déjà des agréments, mais également des financements. Didier Mandeli. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Nous ne pouvons que nous réjouir de l'évolution très positive de ce type de formation et de l'apprentissage. Le chemin était long et tortueux, mais nous y arrivons enfin. Nous avons eu la chance, enfin mes collègues, de faire un déplacement en Vendée dans un magnifique département où il y a un tissu de TPE et de PME très dense, avec des entreprises capitaux familiaux pour l'essentiel, des grandes entreprises, et nous avons visité également un centre de formation, un campus qui accueille 3000 jeunes. Et je rejoins la question de mon collègue Michel sur les visites ou les découvertes au collège. Vous avez indiqué que ce serait désormais dans le cursus. Alors, est-ce que ce sera obligatoire? Je voudrais avoir cette confirmation dans le cursus, parce qu'aujourd'hui, enfin, c'est ce qui nous a été donné d'ailleurs en Vendée comme ailleurs, 50% en gros des principaux de collèges refusent toute visite extérieure ou intervention dans le collège de ce type d'établissement qui préconise, enfin, qui propose un certain nombre de formations. Et puis, je voudrais aussi vous dire que c'est vrai que les clichés ont la vie dure sur la formation d'apprentissage, sur les métiers que nous connaissons et qui sont des vraies voies d'épanouissement professionnel. Et moi, je voudrais vous alerter, parce que le ministre de l'Éducation nationale, il y a quelques semaines, dans l'hémicycle, dans le cadre des questions d'actu au gouvernement, j'ai été choqué. Je ne suis pas sûr que tout le monde ait bien perçu, mais le ministre de l'Éducation nationale a encore évoqué
des voies pour des jeunes qui n'avaient pas d'autres possibilités ou qui étaient en échec, parlant de l'apprentissage et de ces formations. Le ministre de l'Éducation nationale. Et donc je me dis qu'il y a sans doute à ce niveau-là aussi du travail à faire, parce que je pense que les ministres doivent être exemplaires et indiquer aux jeunes les voies qui leur conviennent. Absolument. Madame la sénatrice Chauvin, au fond, je crois que vous avez raison, un certain nombre de jeunes n'exercent pas le métier pour lequel il a été formé. Ça tient au fond de, à mon sens, plusieurs motivations. Déjà, cette question de l'orientation subie que j'évoquais tout à l'heure, des jeunes qui, à l'issue de la troisième, sont orientés, je me permets de le dire de manière comme ça, sont orientés vers la voie professionnelle du fait de résultats scolaires. Et quand on leur demande qu'est-ce que tu veux faire, là, comme ça, je ne sais pas. Et donc, souvent, ils sont orientés vers des filières qui ne correspondent pas à une envie particulière, mais souvent par méconnaissance, tout simplement, de quels sont les métiers qui peuvent exister. D'où l'enjeu véritablement de travailler sur cette découverte des métiers, qui ne permet non pas d'orienter, bien sûr, dès la cinquième, mais qui permet, au moment où on doit se poser la question de l'orientation, d'avoir une meilleure visibilité de ce que sont les métiers, et donc de pouvoir faire un choix plus éclairé, et bien sûr, ce avec l'entourage, et ce aussi accompagné de la transparence sur les taux d'insertion et taux de poursuite d'études. On a un gros paradoxe entre les filières qui sont attractives et les filières qui sont insérantes. Donc on a aussi besoin de travailler sur certaines représentations qu'on peut avoir en se disant que telle formation ressemble plus à la voie générale ou technologique et donc pourrait être effectivement meilleure qu'une autre. Et il s'agit aussi de travailler sur cette transparence sur les taux d'insertion et de taux de poursuite d'études. La deuxième chose que je voulais valoriser, c'est la qualité des stages. Certains élèves ne font pas de stage ou les font au sein même de l'établissement ou les font sur des missions qui ne ressemblent pas véritablement à la formation sur lesquelles ils sont formés et ou encore sont effectivement sur des missions qui ne sont pas valorisantes et valorisées du coup par l'élève. Donc il s'agit vraiment de travailler sur la qualité de ces périodes de stage pour des jeunes, et je me permets de le rappeler, des jeunes qui sont souvent plus jeunes qu'il y a quelques années, puisqu'on ne redouble plus, donc des jeunes qui ont souvent entre 15 et 18 ans, et qui donc en seconde ou en première année de CAP sont tout jeunes, et donc qui ont besoin à ce moment-là, certes, sont plus dans un stage de découverte long, mais ont besoin d'un engagement de l'entreprise pour faire bien le stage, pour aussi donner de l'attractivité au métier, à la filière. Donc c'est véritablement important de travailler sur cette question de la qualité des stages et d'avoir un engagement des entreprises qui soit fort pour faire le travail aussi d'être attractif pour ces jeunes et pour donner finalement l'envie aussi de rejoindre ces métiers. C'est aussi une évolution des contenus de formation. Vous l'avez un peu souligné, il s'agit véritablement aussi d'avoir un contenu de formation qui soit plus adapté aux métiers d'aujourd'hui. Les métiers évoluent, donc nos contenus de formation, ils doivent évoluer aussi. Et c'est important qu'ils le soient. Et ça donne aussi, j'ai envie de dire, pour le jeune, du sens que d'avoir une cohérence entre l'évolution du métier qu'il constate en stage et les enseignements qu'il a évidemment lorsqu'il est au lycée. Beaucoup, évidemment, de nos enseignants font évoluer ces contenus de stage, mais c'est important qu'ils le soient de manière beaucoup plus dynamique. Puis c'est aussi plus globalement l'attractivité des filières qui est en question, du travail que font les branches, du travail que font les acteurs eux-mêmes pour être attractifs, organiser cette conciliation entre vie personnelle et professionnelle, organiser de meilleures conditions de travail, un accompagnement de qualité par un tuteur, par quelqu'un qui, dans l'entreprise, partage, j'ai envie de dire, donne de soi aussi pour pouvoir accompagner ce jeune et puis donner du sens. Voilà, on est dans un métier qui a forcément du sens dans la société et c'est important aussi pour ces jeunes. Ça peut nous paraître à nous évident, mais en fait pour ces jeunes, c'est important aussi qu'on leur redonne du sens et de l'engagement aussi de l'entreprise dans ce sens-là. Il s'agit clairement pas dans un adéquationnisme entre les diplômes de l'éducation nationale et les métiers. La diversité des métiers ne permettrait pas de développer une offre de formation adéquationniste. 2, la temporalité
de l'évolution des métiers et la temporalité de l'évolution des diplômes et du jeune qui parcourt ce diplôme ne permet pas ça non plus, et d'ailleurs n'est pas souhaitable. Pourquoi est-ce que ce n'est pas souhaitable? Parce qu'au fond, ce qui est important aussi, c'est de préparer le jeune à être prêt à s'adapter tout au long de son parcours sur des événements professionnels et des parcours de vie et professionnels qui l'amèneront de toute façon à s'ajuster. Donc il s'agit vraiment pour nous de lui donner cette capacité à s'adapter finalement aux évolutions du monde professionnel. Et donc puis c'est un enjeu aussi de lisibilité. Si on avait autant de formations que de métiers, déjà qu'aujourd'hui, sincèrement, c'est pas simple de s'y retrouver et de trouver une orientation professionnelle. Et les intitulés de diplôme, ça fait partie aussi des chantiers, sont tellement illisibles que c'est pas simple déjà de s'y retrouver, mais alors si en plus on les démultiplierait, ça créerait encore plus de complexité. Il s'agit très clairement aussi de donner, par la mention complémentaire, la spécialisation post-bac, de donner cette spécialisation par le biais d'alternance, par le biais de l'expérience que ces jeunes acquièrent, et par cette relation qui se crée entre l'entreprise et le jeune, aussi de l'employabilité, de la cohérence. Mais c'est tout ça, au fond, qui va permettre aussi de concourir à une meilleure adéquation entre le jeune, son projet et sa formation, et donc son insertion professionnelle. Monsieur Salmon, les difficultés à trouver des stages, ils sont réels. Encore une fois, 72% des jeunes de lycée professionnel trouvent leur stage par eux-mêmes. Et quand on sait le fait qu'ils sont dans un indice de position sociale beaucoup plus fragile et qu'ils ont souvent bien moins de réseau que d'autres élèves, ou les parents d'élèves, on sait à quel point c'est important que de pouvoir les accompagner sur cette recherche de stage, d'où cet acteur qui sera essentiel demain et complètement dédié à la relation aux entreprises et à l'accompagnement des jeunes et dans leur réussite. C'est véritablement un enjeu majeur. Moi, je parlais tout à l'heure plus du lycée professionnel quand je disais ça. Aujourd'hui, les CFA, les centres de formation par apprentissage, ont quelqu'un qui est dédié à cette relation avec les entreprises et à cette aide aux jeunes pour trouver un apprentissage. Et de toute façon, le jeune, s'il n'a pas d'entreprise, il ne peut pas faire d'apprentissage. Donc, en fait, dans les CFA, cet accompagnement, il est réalisé. Je souhaite que dans le lycée professionnel, cet accompagnement-là aussi puisse être réalisé, parce que ce sont souvent des jeunes qui n'ont pas de réseau et on a très peu de réseaux d'anciens étudiants. On a aussi une moindre visibilité pour les entreprises, du fait qu'on a besoin, sur telle et telle période, d'avoir des entreprises qui s'engagent pour prendre ces jeunes. Donc je mobilise beaucoup les entreprises, les réseaux, les différents réseaux d'entreprises, mais également toutes ces entreprises qui déjà sont engagées vis-à-vis d'engagements sociétaux, pour qu'on puisse faire changer la donne et qu'on puisse accueillir mieux ces jeunes en stage. C'est essentiel et c'est véritablement un des objectifs poursuivis par la réforme. Sur la transition écologique, très clairement, on accompagne de nombreuses formations sur la transition écologique. C'est stratégique, donc on a véritablement besoin de développer les compétences en la matière, dans les lycées professionnels, comme dans les centres de formation par apprentissage, comme dans l'enseignement supérieur. On finance, au travers des coûts-contrats, les organismes de formation. Pas plus, pas moins, quelque part, mais les modalités de financement sont sur la base des comptabilités analytiques, donc de la réalité des dépenses engagées. Donc il n'y a aucune raison que ces organismes de formation, s'ils sont construits de manière qualitative et offrent, j'ai envie de dire, toute la réponse à l'exigence de certification, qu'ils ne soient pas accompagnés. Ils le sont au travers des coûts-contrats versés sur la base de chaque apprenti qui, dans l'établissement, est formé. Il s'agit véritablement pour nous, encore une fois, de renforcer cet axe-là. Et encore hier, je recevais des acteurs pour aller renforcer, et dans les lycées professionnels et dans les centres de formation par apprentissage, les formations à la transition écologique, soit pour donner une teinte, soit pour créer véritablement des diplômes dédiés. Les deux sont absolument nécessaires. Monsieur le député Mandelli... Monsieur le sénateur, pardon, Mandelli, excusez-moi. On est sur une découverte des métiers qui, cette année, je le disais, depuis la rentrée 2022, est sous forme d'expérimentation. Donc, effectivement, ce sont les collèges volontaires qui ont déployé cette découverte des métiers.
Rentrée 2022, c'est donc 10% des collèges. Rentrée 2023, c'est tous les collèges de France qui rentrent dans cette démarche-là. Ça fera partie des standards et des choses qui seront déployées pour tous les collèges de France et donc tous les collégiens de France. C'est là aussi où l'école sait faire quelque part. Elle sait aller accompagner chacun sur tous les territoires et au-delà des convictions quelque part de tel ou tel professeur ou de l'éloignement géographique de tel ou tel collège. Oui, bien sûr, je suis d'accord avec vous, les clichés ont la vie dure, mais en même temps, l'image de l'apprentissage, elle a largement été bouleversée. Je pense que chacun d'entre nous s'accorde aussi aujourd'hui à dire que l'apprentissage est une belle modalité pédagogique, que nous la souhaiterions pour nos enfants, parce que aussi nous la retrouvons à tous les niveaux de diplôme et parce qu'elle permet une vraie réussite de ces jeunes, parce qu'aussi on retrouve l'apprentissage dans tous les secteurs d'activité. Et c'est donc, au fond, ce changement d'image que je souhaite pour le lycée professionnel, qui, par le fait que ces jeunes ne décrocheraient plus, par le fait que ces jeunes trouveront une insertion professionnelle et réussiront à poursuivre des études, nous pourrons effectivement ainsi changer l'image du lycée professionnel comme étant une voie choisie et une voie qui soit reconnue par la société. C'est là véritablement mon objectif. Et par nous tous. Il nous reste 3 minutes. Non, simplement, donc, pour terminer les questionnements, chacun des rapporteurs a une ultime question. Donc, on va commencer. On prend les 3 et puis on va commencer. Martine est prête. Allez, Martine et puis Florence ensuite. Très bien. Merci. Oui, alors nous avons beaucoup parlé du lien enseignement monde de l'entreprise. Moi, j'aimerais vous parler du lien à présent entreprise Pôle emploi, alors qui s'est beaucoup amélioré, les entreprises. Quand je dis entreprise, je parle surtout là des TPE, PME. Donc, effectivement, les entreprises reconnaissent que le lien s'est beaucoup amélioré. Moi, je le constate dans mon département. Bien sûr qu'un gros travail a été fait. Dans le cadre de la création de France Travail, comment est-ce que l'accompagnement des entreprises qui recrutent dans leur recrutement sur la partie RH, sur la partie valorisation de ce qu'elles font, comment est-ce que ces entreprises seront accompagnées? Est-il prévu un renforcement de cet accompagnement? Merci. Merci. Une question très pratico-pratique. Le bureau des entreprises, est-ce que c'est le chef des travaux ou des DFPT qui l'assurera? Est-ce que c'est davantage de moyens? Deuxième question, vous n'avez pas du tout parlé des lycées des métiers. Est-ce que ça reste toujours une orientation de développer les lycées des métiers? Et enfin, une dernière remarque, vous avez souligné que les élèves qui vont en lycée pro sont souvent les élèves les plus fragiles. On ne va pas faire un débat sur le lycée pro maintenant, mais est-ce qu'il ne serait pas intéressant de faire un point d'étape 5 ans après leur insertion professionnelle, voir comment on peut les accompagner vers une évolution? Merci, Président. 2 observations et une question. Première observation sur l'apprentissage qui est ouvert aux jeunes de plus de 16 ans et de 15 ans et un jour pour certains, mais on s'aperçoit que comme il n'y a plus de redoublement aujourd'hui dans les classes antérieures, eh bien, beaucoup de jeunes arrivent dans la 15e année, par exemple, n'ont pas 15 ans et un jour au moment de la rentrée, mais voudraient rentrer aussi en apprentissage. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de souplesse à apporter au sujet? Deuxième remarque, c'est sur la question des investissements dans les établissements, notamment pour les questions de logement. Les régions s'occupent des lycées, mais pour ce qui concerne les établissements d'apprentissage, les financements sont plus difficiles, et en particulier aussi pour l'AFPA, qui est dans une démarche de développement de la formation continue tout au long de la vie, qui est un sujet extrêmement important. Il faut aussi sans doute que les centres de l'AFPA qui participent à la formation des adultes puissent être dotés de moyens d'investissement permettant de conduire leur transformation, qui est absolument nécessaire, que ce soit pour l'évolution des métiers, mais aussi pour l'accueil des stagiaires. Et cette question du logement est quelque chose d'extrêmement important. Et puis, ma question portait sur le PIC qui s'est achevé, qui a mobilisé d'énormes moyens sous l'autorité d'une haute commissaire aux compétences, poste qui a été supprimé. Les besoins sont évidents en termes d'un nouveau PIC. Est-ce qu'il
il ne faudrait pas restaurer le haut-commissaire aux compétences dont l'action nous a paru assez pertinente finalement dans son activité et dans les contacts qu'on a pu avoir avec elle. Madame la ministre, à vous pour conclure. Vous me donnez plus que 3 minutes quand même. Oui, absolument. C'est adorable. Mesdames et messieurs les rapporteurs, au fond, oui, cette relation entreprise-Pôle emploi, elle a pour vocation d'être renforcée aussi par la simplification et la meilleure coordination entre les acteurs. Je le rappelle, l'action qui est menée en matière de compétences auprès des TPE-PME, elle est forte. C'est 8 apprentis sur 10 qui sont dans des TPE-PME. Donc en fait, on le sait peu, mais la réalité de l'apprentissage, elle est principalement dans les TPE-PME. Pour autant, au-delà de cela, il s'agit véritablement, bien sûr, d'aller accompagner les demandeurs d'emploi sur cette réalité territoriale. Cet objectif de 5%, ce sera celle qui sera poursuivie par France Travail. Vous le savez, un rapport a été remis le 17 avril dernier avec différentes orientations, mais au fond, l'enjeu, il est surtout d'aller travailler sur une simplification et une meilleure coordination entre les acteurs, avec l'idée de bâtir sous une même bannière cette coordination et ce pilotage. Il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, 40% des bénéficiaires du RSA seulement sont inscrits à Pôle emploi. Et donc, ça tient à plusieurs choses, mais notamment à un déficit d'orientation. Et en moyenne, seuls 17% des allocataires du RSA ne sont ainsi pas affectés vers un organisme d'accompagnement. Donc, on voit qu'il s'agit véritablement d'organiser des accompagnements plus personnalisés, plus intensifs, et d'aller sur des solutions qui soient aussi plus systémiques, si je puis dire, d'aller aussi travailler sur la question des modes de garde, sur le mode de transport, sur voilà, cette question aussi des freins qui peuvent s'opposer. C'est là tout l'enjeu aussi de France Travail, d'organiser du coup l'approche déjà du meilleur suivi, de la systématisation du suivi, mais également l'approche aussi systémique aux freins à l'emploi qui peuvent s'opposer. Deuxième sujet lié plus au bureau des entreprises. Oui, c'est davantage de moyens, puisque ce sera un bureau relations école-entreprise en plus des acteurs déjà en place pour aller travailler sur ce développement des partenariats, pour aller travailler sur cette qualité, encore une fois, des stages et cet accompagnement du jeune dans les stages, en complémentarité de ce que fait déjà l'enseignant sur son suivi du jeune pendant qu'il est en stage, d'aller travailler au fond sur l'évolution des contenus, parce que en allant sur une entreprise ou en échangeant avec une entreprise, on fait savoir que tel ou tel sujet n'est plus à l'ordre du jour du métier et que l'enseignement doit pouvoir aussi évoluer. Donc il s'agit véritablement de travailler en articulation avec les acteurs déjà en place, des DFPT, DRAFPIC, qui sont déjà aujourd'hui des acteurs clés de la professionnalisation des lycées professionnels. Il s'agit donc d'avoir quelqu'un à plein temps et qui soit donc identifié par les acteurs entreprises. Donc au fond, la porte d'entrée de l'entreprise dans le lycée professionnel, quelqu'un identifié et disponible toute la semaine pour les entreprises. Les lycées des métiers, au fond, c'est un label. Il existe toujours un seul label. C'est un label sur la base d'un cahier des charges qui est donc donné lorsque effectivement l'établissement répond à un certain nombre de critères qui sont issus du cahier des charges qui est donné. Donc il existe toujours et il est complètement complémentaire au lycée professionnel. Ce serait évidemment intéressant d'avoir un point d'étape 5 ans après. J'ai envie de dire, on va le faire nous-mêmes par étapes. L'idée, c'est véritablement déjà de travailler sur s'assurer que ces jeunes-là trouvent une insertion professionnelle et une poursuite d'études réussies. Et donc, c'est déjà là mon premier objectif. Mais oui, vous avez raison. De toute façon, l'enjeu de travailler sur l'emploi et le bon emploi et la qualité de l'emploi est essentiel, mais ça pour l'ensemble de notre jeunesse. Cette question du logement, elle est primordiale. On a véritablement, encore une fois, aujourd'hui, un vrai sujet à pouvoir développer l'offre d'internat, à pouvoir développer l'offre de logement pour que ces jeunes qui aussi concilient parfois un lieu d'apprentissage et un lieu de formation avec toutes les charges que ça engage, puissent effectivement mieux concilier les choses. Ça fait partie souvent d'une offre de
formation, une offre de logement que proposent les centres de formation. Mais là-dessus, c'est aussi aux centres de formation que de pouvoir proposer des solutions. Aujourd'hui, 56% des lycées pro proposent de l'internat, 77% de taux d'occupation en moyenne. Donc on a encore de la place dans les internats de lycées professionnels et on sait qu'ils participent véritablement à la réussite des jeunes. Et sur le plan d'investissement des compétences, l'expérience montre l'expérience du plan d'investissement sur les compétences du précédent quinquennat montre plusieurs choses. Déjà, le fait que la formation a un impact favorable sur l'accès à l'emploi. On voit qu'un demandeur d'emploi qui se forme a une probabilité d'accès à l'emploi renforcée de 9 points par rapport à un demandeur d'emploi qui ne se forme pas. Et cet écart, il est encore accru pour les publics les plus fragiles et les plus éloignés de l'emploi. C'est plus 14 points pour un demandeur d'emploi inscrit depuis plus d'1 an et plus encore 17 points supplémentaires pour un demandeur d'emploi de plus de 50 ans. Donc on voit à quel point l'enjeu du ciblage vers les publics les plus fragiles qui auront du mal à aller vers l'emploi sans formation est un enjeu très, très clairement vers les publics les plus ou pas qualifiés, les moins ou pas qualifiés, notamment les BRSA, les seniors, les demandeurs d'emploi, les bénéficiaires de l'obligation d'emploi. On voit aussi l'importance des savoirs de base et les compétences socles. Je me permets d'attirer votre attention là-dessus, mais nous avons véritablement un enjeu fort d'accompagner les actifs en situation d'illettrisme ou d'électronisme et également une priorité qui sera donnée directement sur les besoins des entreprises pour avoir aussi là une meilleure contractualisation avec les régions, bien sûr, pour aller vers un niveau d'intervention qui permette de l'État, global de l'État, aux côtés des régions, qui sera vraiment déterminé dans les prochaines semaines, selon 2 dimensions, un calendrier qui permettra d'accompagner les travaux parlementaires, notamment des textes financiers, et aussi un calendrier qui permettra d'accompagner le dialogue social avec les partenaires sociaux, mais vraiment aussi à des fins de réponse aux tensions sur les métiers et au recrutement pour les entreprises. Donc il s'agit aussi de mieux accompagner cet axe-là. Merci beaucoup. Madame la ministre, évidemment, je vous remercie pour ces échanges très riches et très détaillés, complets. Et nous ne manquerons pas de vous transmettre le rapport quand la délégation l'aura examiné le 29 juin prochain, donc quelques jours. Et évidemment, pour compléter nos informations, je vous remercie de pouvoir nous faire passer les réponses écrites à l'ensemble des éléments qu'on vous a adressés. Chers collègues, j'en profite pour vous rappeler que nous nous retrouvons jeudi prochain pour l'audition d'Olivia Grégoire dans le cadre de la mission, cette fois-ci, d'information sur la simplification dont l'examen est prévu le 15 juin prochain. Notez bien la date, par ailleurs, du 21 juin pour la prochaine édition de La Parole aux entrepreneurs avec Bruno Bouygues. Bon, vous voyez que notre délégation fait un travail considérable. Merci encore une fois de vous être prêté au jeu des questions. Bonne journée à tous.